Un quart de tour à Libreville suffit à l'œil de l'observateur pour diagnostiquer les carences qui freinent l'évolution harmonieuse des villes gabonaises. Toutes souffrent d'une même pathologie, un manque cruel d'infrastructures de base auxquelles s'ajoutent d'autres problèmes structurels. Les difficultés d'une telle physionomie se posent bien évidemment avec acuité dans les secteurs de l'éducation, de la formation, de la santé publique, des voies de communication, sans oublier l'insoluble accès au logement social décent et Monsieur Logement qui trimballe son nœud gordien autour de l'urbanisation et de l'assainissement. Face à ce constat clinique, peut-on se taper le luxe de rêver d'une agglomération où il fait bon vivre, comme dans toutes les cités urbaines du village planétaire? Autrement dit, existe-t-il une possibilité de corriger les handicaps qui freinent le développement de la cité gabonaise? Vous êtes le directeur général de la société civile immobilière, SICFO, et donc qui veut bâtir cette nouvelle ville dans le périmètre du Grand Libreville. Et de mon expérience de journaliste, je voudrais être claire avec vous. Ce n'est pas coutume de rencontrer un homme avec une telle ambition. À la limite, on dirait que vous êtes fou par les bords, qui a cette ambition-là de construire toute une ville. D'où vous vient cette idée folle de le faire? Vous m'arrachez d'entrée de jeu le sourire. Mais vous savez, je vais citer ce philosophe Hegel qui a dit « Rien de grand ne se fait sans passion ». Voyez-vous, lorsque Gustave Eiffel, en 1889, a proposé la construction de la tour Eiffel, on l'a traité de fou. Eh bien oui, la tour Eiffel, aujourd'hui, a traversé les âges, elle est devenue un monument que tout le monde connaît à travers le monde. Ceci étant, pour restituer l'origine de ce projet, en réalité, ce projet a pris naissance dans mon esprit lors d'un entretien que le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'accorder il y a quelques années, en discutant sur la problématique du logement au Gabon. Mais je suis d'accord avec vous à penser que c'est une folie que de se lever un matin pour vouloir construire une ville. En réalité, un tel projet, à mon sens, ne peut être réalisé sans la présence permanente des puissances supérieures, parce que ce projet est multidimensionnel, voyez-vous. C'est quoi les puissances supérieures? Écoutez, pour commencer ce projet, les gens m'ont demandé, mais Harry, où est-ce que tu vas trouver l'argent pour faire ce travail? Je dis, j'ai un patron. Tout le monde a pensé que je faisais allusion au chef de l'État. C'est vrai que le chef de l'État est le patron de tous les Gabonais. Mais de quel patron parlez-vous? J'ai un patron qui a un nom, si vous voulez le connaître, je vous le dis, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ça fait sourire, ça arrache le sourire, mais je peux vous dire que lorsque vous êtes en connexion avec l'Esprit de Dieu, en ce moment-là, vous êtes capable de réaliser beaucoup de choses parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous l'inspire. C'est lui qui met sur votre chemin les hommes, les femmes qui vont contribuer à la mise en route du projet, à son exécution et à son aboutissement. L'argent se trouve à la capitale. Je m'en vais là-bas chercher un bout de pain pour nourrir ma famille. Ici en province, il n'y a rien. C'est le désert total. Cette parole apparemment bourrée d'espoir est répétée comme une litanie par les autochtones du Gabon profond. Et pourtant, elle ne donne aucune garantie quant à l'assurance de trouver un mieux-être à la capitale. Bien au contraire, elle est le détonateur d'un exode rural massif non maîtrisé accompagné de dames explosions démographiques. Le couple inséparable donne naissance au chômage, à la promiscuité, à l'insalubrité. Bref, ce couple est souvent cité comme cause de pauvreté. Saturé, Libreville est dépassé par toutes sortes de problèmes structurels et infrastructurels. Les capacités d'accueil nous suivant à leur rythme, il se fait donc sentir un besoin pressant de procéder à l'extension de la ville. Tel que le propose la société civile immobilière SICFO, qui projette de construire sur ce site une agglomération digne de ce nom.
Et puisque nous y sommes, nous allons donc rencontrer le promoteur, le directeur général de la société civile immobilière SCQFO, Monsieur Olympio. Bonjour. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne dit plus, on ne serre plus la main. Bonjour madame. Monsieur Barrière oblige. Eh bien, nous sommes ici sur votre site. Alors, qu'est-ce que vous entendez réellement faire ici? Ben, comme vous le savez, Libreville, comme toutes les capitales africaines, Libreville est aujourd'hui saturée en termes de densité et de population. Et donc dans ce contexte, il est apparu utile, nécessaire, voire même impérieux, de lancer un programme de développement urbain. Et c'est ce que nous faisons, en l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays africains, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, aujourd'hui à Libreville, au Gabon, la nécessité d'offrir aux Gabonais des logements décents. Nous sommes dans cette adéquation. Toutefois, il ne s'agit pas pour nous de faire ce qui se faisait il y a des décennies en arrière, parce que souvenez-vous, dans les années 70, le Gabon avait réalisé sous la houlette de l'État des projets de construction de logements. On retiendrait essentiellement les cités de la Caisse, les cités de la SNI. Aujourd'hui, il ne s'agit plus, comme je disais, de construire simplement des logements. Il s'agit d'offrir un cadre de vie. Et le projet que nous avons ici est bâti sur un concept simple, de la forêt à la ville. Ce qui veut dire que nous sommes en train de construire une véritable agglomération avec tous les attributs d'une véritable petite ville. C'est quoi ces attributs? Eh bien, écoutez, en dehors des logements, nous allons construire ici des écoles de la maternelle jusqu'à la classe terminale pour la première phase du projet. Nous allons construire des logements. Au total, nous avons prévu de construire dans la première phase 1416 logements. Ça veut dire que nous allons accueillir ici 1416 familles gabonaises. Nous allons également dans la première phase construire une polyclinique de 80 lits qui est déjà relativement important. En guise de comparaison, il faut simplement dire que l'hôpital militaire de Mélène fait 120 lits. Et nous allons construire 180 lits. Voilà. High-tech ça. Oui, avec tous les équipements modernes, comme vous pouvez l'imaginer. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que toutes les constructions vont obéir aux normes des standards internationaux. Donc, en dehors de la polyclinique, nous allons créer également et construire un centre d'affaires, d'accord, et un centre administratif qui va accueillir tous les services de l'État, les impôts, etc. Parce que dans environ 5 ans, 5 à 6 ans, dans la deuxième phase du projet, au total, nous aurons plus de 8000 logements. Et nous attendons accueillir sur cet espace, dans cette nouvelle ville qui sera construite, près de 45 000 personnes, ce qui représente déjà une bonne petite ville. Et donc, en dehors de la polyclinique et des écoles, et un espace dédié au service de l'État, un centre d'affaires, nous allons construire également un centre commercial, nous allons construire un marché, nous allons construire un parvis commercial qui va accueillir plus de 140 unités, donc 140 box commerciaux, 140 magasins qui vont recevoir toutes sortes de commerces, depuis le poissonnier au cordonnier, au pressing, aux vendeurs de téléphones, etc. Et nous allons également, puisque nous avons un aspect culturel, nous allons également créer un espace culturel qui permettra d'offrir à nos artistes, aux artistes gabonais et même des artistes étrangers, n'est-ce pas, un cadre qui leur permet d'évoluer et de promouvoir la culture de notre pays. Nous savons exactement ce qui va se faire ici, mais nous aimerons également aussi comprendre qu'on est parti d'où
pour avoir ce qui est là, parce que c'est démentiel ce qui se passe ici. Et pour ce faire, monsieur le directeur général, j'aimerais bien que vous m'autorisiez à rencontrer votre ingénieur en chef pour qu'il nous explique un peu toute la technicité du gros œuvre qui s'est réalisé depuis, je suppose, la forêt, jusqu'à maintenant. Vous êtes l'ingénieur en chef de tout ce qui se passe ici. Oui. Et avec vous, nous aimerions que le public sache qu'on est parti d'où pour avoir tout ce que nous avons là. On est parti. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Naturellement, bien sûr, je peux vous en dire un mot. Nous sommes partis d'une zone de forêt. Comme vous voyez autour de moi, c'est une zone de forêt qui fait 132 hectares que nous avons complètement déboisé et fait tous les travaux techniques pour rendre la zone viable et constructible. Bon, ça consiste à quoi? Premièrement, nous sommes descendus sur le terrain pour faire les léonages, c'est-à-dire les voies d'accès à la forêt. Et après, nous avons défini la méthode de déboisement, ce qui nous a permis de rendre le travail un peu plus facile. Le déboisement nous permet de voir un peu l'aspect général du terrain. Ensuite, nous avons procédé aux études topographiques. Donc les travaux topographiques consistent à définir exactement la morphologie, c'est-à-dire la forme du terrain. Là où il y a les collines, là où il y a les bas-fonds, les talvettes, et ainsi de suite. Et malheureusement, nous sommes dans une zone équatoriale. Et le Gabon est très accidenté. Donc ici, nous avons des points hauts et des points bas. Et ces points bas sont naturellement des marécages, des rivières, et ainsi de suite. Sur le chantier, nous avons à peu près 8 collines, dont le plus haut est à 66 mètres et le point le plus bas est à 19 mètres. C'est quoi la superficie générale ici? 132 hectares, ça fait 1 321 000 mètres carrés. Et tout est déforesté? Totalement, nous avons totalement déforesté les 132 hectares. Ensuite, nous avons divisé la parcelle, le site en deux. On fait une première moitié et on fait une seconde moitié. Donc la première moitié qui fait à peu près 60-62 hectares, c'est là-dessus que nous travaillons actuellement. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Après avoir déforesté, nous avons fait un premier nettoyage pour rendre le terrain accessible. À partir de là, nous avons commencé à déraciner toutes les souches de tous les arbres. Parce que nous allons construire et tout ce qui est dégradable ne doit pas être en dessous, sinon ça va fragiliser le sol. Après cette phase de déracinement, nous avons commencé à faire le curage, c'est-à-dire le nettoyage des zones marécageuses, les zones des points bas, etc. Là, c'est un gros travail. Okay. C'est un gros travail. Sur les 60 hectares, nous avons curé à peu près 62 000 mètres cubes de boue sur l'ensemble, ce qui donne à peu près 8-9 000 camions de boue que nous avons transportés. Nous avons fini le curage. Et ça n'a pas été facile parce que nous avons dû inventer quelques techniques afin que les machines puissent accéder aux... Vous êtes ingénieur? Oui, je suis ingénieur, oui madame. Je suis ingénieur. Vous êtes un petit génie aussi? Ingénieur, génie peut-être, ouais, si vous le dites. En fait, ce qui est intéressant, nous avons curé plus de 12 000 mètres cubes de boue ici. Et ce que nous avons fait, c'est que nous étions obligés d'aller jusqu'à chercher la roche. La roche naturelle. À quelle profondeur? Ça varie de 4 mètres à 1,50 m. Donc nous avons enlevé toute la boue, retrouvé la roche naturelle que nous avons remblayée maintenant avec ce qu'on appelle les matériaux nobles. Et ces matériaux sont constructibles. C'est une mangrove, pratiquement. Ah, c'est une mangrove que vous avez pratiquement, oui, que nous avons complètement curé, nettoyé, remblayé et maintenant on le rend constructible. Après avoir fait tout ce travail de déforestation, de nettoyage, vous savez, procéder certainement aux travaux de terrassement. Là. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Oui, tout à fait. Alors, dites-nous un mot sur ces travaux. Oui, le terrassement ne se fait pas au hasard. En quoi consiste-t-il? Ça consiste à déplacer des terres d'un endroit et à les positionner à d'autres endroits. Pour quel but? Mais voilà, ça ne se fait pas au hasard parce que tout à l'heure, je vous disais qu'on a fait des travaux de topographie qui nous permettent d'avoir la forme du terrain. Et avec ces études topographiques, on fait une étude d'aménagement. Okay, donc en bureau d'études, on fait l'étude d'aménagement de toute la zone. On sait qu'à tel endroit, nous allons implanter tel ouvrage, à tel endroit, il y aura tel ouvrage, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, nous avons maintenant fait une étude de terrassement. Donc on sait que
sur cette colline, nous devons la descendre d'une certaine hauteur pour pouvoir remblayer cette vallée d'une certaine hauteur. Donc on a un mouvement de terre d'ensemble. Est-ce que c'est facile de le faire? C'est pas facile parce que pour vous donner cette première partie, nous sommes en train de déplacer 3 600 m3 de terre. C'est énorme. Parce que nous avons eu beaucoup de collines. Juste derrière vous, vous voyez, c'est un plateau, mais au départ, c'était une colline qui faisait 41 mètres de haut, que nous avons ramené à 27 mètres. Donc 41 mètres à 27 mètres. C'est énorme. C'est un volume important de matériaux que nous avons déplacé pour pouvoir remblayer tous ces trous qui doivent devenir constructibles. Okay. C'est ça le terrassement. Le terrassement nécessite de gros engins. Combien d'engins à peu près avez-vous mobilisé pour ça? À notre période de pointe, nous avons eu 52 engins. 52 engins constitués de bulldozers. Nous avons à peu près 16 bulldozers, de pelles. À peu près, je crois qu'on avait 18 pelles, des compacteurs, des chargeurs, et sur des camions. Voilà. Ça, ce sont des travaux herculéens, qu'on le veuille ou pas. Et je pense que ça ne peut pas se faire sans épreuve. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour braver les obstacles et aller de l'avant? Parce que c'est démentiel ce que vous faites là. Oui, c'est énorme. Je vous le concède, madame. Les difficultés ne peuvent pas manquer pour ce genre de travaux. Nous avons plusieurs types de difficultés. Des difficultés techniques, des difficultés climatiques, des difficultés, bien sûr, humaines aussi. Vous savez, nous sommes des hommes. Et en ce qui concerne la technique, nous avons eu essentiellement beaucoup d'imprévus. Vous savez, tout ce qui est en sous-sol n'est pas connu jusqu'à ce que nous accédons. Naturellement, nous avons fait des études géotechniques qui nous ont donné une idée déjà de ce qui est en sous-sol. Mais quand on ouvre le sol, on peut découvrir des choses inattendues. Et effectivement... Et vous en avez découvert? On a découvert beaucoup. Par exemple, des grandes poches d'argile. Oui. Au niveau de la surface, nous avons eu un peu de latérite, un peu de sable limoneux. Et dès qu'on a commencé à curer, à nettoyer, à ouvrir, on est tombé sur des poches d'argile qui ne sont pas constructibles, qu'il fallait complètement curer, nettoyer, etc. Donc ça modifie un peu l'approche du travail, ainsi de suite. Nous avons des pentes assez abruptes et assez profondes, parce que la vallée la plus profonde était de moins 20 mètres par rapport à la hauteur. Donc nous avons dû descendre à moins 20 mètres avec les engins pour pouvoir faire le travail. Donc ce sont des difficultés particulièrement assez denses, assez intenses. Vous avez fait allusion tout à l'heure au climat équatorial. Oui. Et il pleut beaucoup au Gabon. Et en saison de pluie, comment vous vous débrouillez? Ça, je suis curieuse de le savoir. Heureusement qu'il pleut beaucoup, comme ça on n'a pas de pénurie d'eau. Mais malheureusement, pour les travaux, ça devient un problème. Compliqué. Ça devient un problème, effectivement. Quand il pleut, il y a des travaux que nous ne pouvons pas réaliser. Nous sommes obligés d'arrêter. Le planning est modifié. Nous arrivons quand même en moyennant quelques techniques, faire certains travaux, surtout les travaux statiques, qui ne nécessitent pas beaucoup de déplacements, de camions, etc. Mais de manière générale, quand il pleut, ici c'est de véritables torrents. Dommage que vous ne soyez pas là, mais on peut vous montrer un peu en saison de pluie comment l'eau circule ici. Ce sont des véritables rivières. Et à partir de là, nous sommes obligés d'arrêter tout et d'attendre que la pluie cesse, que la terre sèche un peu, et puis voilà. La SQFO est respectueuse des normes environnementales. Aussi a-t-elle procédé à une étude complète dans ce sens pour être en phase avec la législation nationale et internationale. Défricher 132 hectares de forêt a forcément un impact sur l'environnement. Et dans ce cadre, nous avons mené en collaboration avec le ministère de l'Environnement une étude approfondie sur l'impact de ce projet sur l'environnement. Non seulement sur l'environnement, mais également sur le plan social. Donc on a fait une étude d'impact environnemental et social du projet. Et cette étude a été soumise aux autorités qui l'ont approuvée et ça sert
ligne conductrice de l'ensemble de l'aménagement de ce projet. Donc le ministère, de temps à autre, viendra vérifier le respect des normes d'atténuation des effets dus à l'aménagement sur le projet de manière générale. De façon indubitable, un tel projet titanesque requiert absolument un investissement colossal. Le budget prévisionnel estime une enveloppe globale de 100 milliards sur la première phase de ce programme. La SCI Koufo viendra avec un apport de 35%, soit à peu près 35 milliards de nos francs, et le reste sera levé sur le marché financier international avec la contribution naturellement de certaines institutions et banques au niveau local. L'apport de la SCI Koufo représente ici non seulement l'acquisition du terrain, mais aussi toutes les études et travaux relatifs à la préparation du site qui devrait accueillir tout ce programme. Ceci marque clairement quel est l'engagement de la SCI Koufo de réussir ce projet et de le mener jusqu'à son aboutissement. Il est important pour nous de signaler que l'impact sur l'économie gabonaise est divers. On se dit que à travers ce projet, les entreprises qui seront logées au sein donc, de notre programme vont générer des revenus, aussi bien les entreprises principales que les entreprises satellitaires. Aussi, il est important de mettre en lumière l'emploi. Il se fait qu'à travers ce projet, nous avons pour objectif aussi de créer près de 3000 emplois directs dans le cadre de l'exécution de ce projet et près de 12 000 emplois au moment de l'exploitation de ce programme. Donc, d'après nos études, nous pourrions atteindre les 350 milliards mensuels en termes de flux financiers. Dans les couloirs de l'État, du parapublic et du privé, les violons s'accordent à reconnaître que l'État à lui tout seul ne peut plus tout faire. Austérité économique oblige et bien entendu d'autres problèmes. Il lui faut donc des bras séculiers. Et c'est ce à quoi s'en tient la SCI Koufo, promoteur du programme de développement urbain du domaine Saint-Michel de Colassi. Une feuille de route qui se déploie en parfaite adéquation avec la vision des pouvoirs publics. Il est de notoriété publique que le Gabon a une problématique qu'il traîne depuis des décennies, notamment la problématique liée au logement. Je vous disais que ce projet a pris naissance dans mon esprit au sortir d'un entretien que le chef de l'État a bien voulu m'accorder. Partant de là, quand on regarde la configuration de Libreville, on se rend compte que Libreville est totalement saturée. La zone nord est en voie de saturation à plus de 80%. Quand on va du côté de Vendo jusqu'à Kourdam, là aussi, il y a une totale saturation. Alors, il nous reste deux possibilités. Construire dans la mer ou alors construire vers l'est de la capitale, c'est-à-dire vers Ntoum en empruntant la route nationale. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que depuis une trentaine d'années, les populations s'installent, malheureusement de façon anarchique, mais les populations s'installent le long de la route nationale. Alors aussi, lorsque nous avons fait nos recherches, nous avons pu trouver un site dans la commune de Ntoum, du côté de Okolassi, qui intègre parfaitement le concept du Grand Libreville. Et c'est ainsi que nous avons choisi de nous installer là-bas. Vous avez certainement rencontré des difficultés financières. Ben oui, Est-ce que vous avez de l'argent ben oui, vous avez raison de souligner. Un tel programme ne peut pas se faire sans difficulté. En effet, nous les avons rencontrés. Mais les difficultés techniques, on sait apporter des solutions techniques. Les difficultés financières, nous avons l'expérience et le savoir-faire pour aller rechercher les fonds là où ils se trouvent. En revanche, nous avons rencontré l'un des plus gros problèmes que nous avons, c'est les hommes. C'est-à-dire? Ben, aussi surprenant que cela puisse être, il est impensable, inconcevable que des personnalités politiques proches, collaborateurs du chef de l'État, qui sont censés soutenir la politique d'accès au logement préconisée par le président de la République, puisque c'est lui qui impulse. Mais il est surprenant
de constater que ceux qui sont autour du président, qui devraient l'aider, ce sont ces personnes qui viennent, qui tentent de casser ce genre de projet. Vous avez le nom, vous pouvez citer les noms. C'est grave ce que vous dites parce que c'est pratiquement une accusation là. Je dis ce qui se fait, je persiste et je signe, mais j'estime simplement que ce n'est ni l'endroit ni le moment de citer des noms, mais le moment viendra où l'opinion nationale sera édifiée. Le concept de développement urbain qui constitue la colonne vertébrale du projet d'aménagement du domaine Saint-Michel de Colassie ne saurait être rangé dans les classeurs qui contiennent les dossiers d'avorton, comme l'affirme son promoteur Harry Olympio Engon, plein d'humilité qui caractérise sa dimension spirituelle. Il se considère comme étant un instrument au service de Jésus-Christ, son maître, qui lui a inspiré les modules de création du domaine Saint-Michel de Colassie qui s'intègrent harmonieusement dans le Grand Libreville.